Je peux ou bien le vivre d'une manière académique, scolastique, comme disait Freinet. Je vais enseigner aux enfants l'image de l'ogre dans toutes les figures de la littérature et du cinéma. Ou bien je peux me laisser dévorer par cette multitude d'images, ou bien je peux rentrer dans une démarche artistique qui consiste à reconnaître dans la singularité d'une œuvre créée par un humain, quelque chose qui me renvoie à ce que je vis dans ma singularité et qui me réunit aux autres sans m'obliger à abandonner ma singularité. Et je trouve que c'est ça l'expérience artistique que nous avons besoin de faire vivre aux enfants, et c'est ça que l'image, dans ce qu'elle a de plus fort, quand elle est épurée, quand elle n'est pas obscène, quand elle est épurée, je ne sais pas, si nous prenons, allez, on va prendre les grands, La Nuit du Chasseur, ou que sais-je encore, la grande mythologie cinématographique, l'image épurée de la peur, de l'inquiétude, de l'ogre, parce que dans La Nuit du Chasseur, c'est l'image de l'ogre qui mange l'enfant, qui est au cœur de la mythologie du film. Quand cette image est suffisamment épurée, suffisamment portée dans une espèce de perfection esthétique, que je reconnais dans cette image à la fois une expression individuelle et une expression collective. Et le lien entre l'individu et le collectif, c'est ce qu'on pourrait appeler la culture. La culture, dès lors qu'elle n'est pas simplement académique, elle est ce qui réunit le singulier et l'universel dans quelque chose qui fait société, qui fait sens, qui fait humanité pour nous toutes et nous tous. Je suis invitée à cette rencontre du pôle aujourd'hui pour parler avec Aurélia Barbet du statut des auteurs et artistes intervenant dans les interventions pédagogiques. Parce qu'en fait, avec d'autres compagnons de l'Association des auteurs-réalisateurs du Sud-Est et des structures culturelles telles que l'Institut de l'Image ou la Compagnie d'Avril, nous avons constaté il y a déjà 2-3 ans qu'il y avait des hiatus un petit peu sur les modes de rémunération des intervenants et qu'au niveau administratif, c'était toujours un petit peu compliqué. Donc là, aujourd'hui, l'idée, c'est de présenter les différents modes de rémunération et les différentes entrées, on va dire, par lesquelles un intervenant peut entrer dans un atelier pour voilà, expliquer concrètement et de manière assez terre-à-terre quelle est notre réalité aussi aujourd'hui et puis dégager quelques tendances parce qu'en fait, il y a 2 ans, on avait mis en place un questionnaire diffusé au niveau national auprès d'auteurs-réalisateurs qui intervenaient donc soit en milieu scolaire, soit en milieu associatif et qui du coup avaient fait des retours d'expérience sur leurs différentes interventions. Par exemple, il y a un mot que je pratique volontiers en matière de singularité, qui est le mot de rémouleur. Alors, je vais vous le redonner en partage, justement. Le rémouleur, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce métier, c'est celui qui consiste, en effet, à, avec une meule, permettre à chacun de venir aiguiser son outil. Ses ciseaux, ses couteaux, autre chose. C'est un métier qui a disparu, qu'on entendait bien dans les rues de Marseille ou d'Aix-en-Provence il y a quelques années. Alors, ce métier est beau parce que je crois que c'est celui que nous pratiquons les uns et les autres dès lors que nous sommes dans la transmission, l'éducation, la formation. Où nous considérons que nous apportons des outils aux gens, ou bien nous permettons à chacun de venir aiguiser son outil. Ce qui est un peu différent comme chemin, et comme erreur de parallaxe potentielle au cas où on se situe à un autre endroit que celui que j'évoque. Donc, permettre à chacun de venir aiguiser son outil dans le cadre de l'éducation, ça me semble très important. C'est-à-dire qu'on n'est pas là en train d'apporter le savoir, on est en train de permettre à l'autre de reconnaître cette autorité d'une chose existante ou en train de se définir. Cette reconnaissance, vous voyez, cet accomplissement, c'est déjà la notion de partage. Il y a la meule et puis il y a l'outil qu'on vient aiguiser et on repart avec son outil aiguisé. C'est pas tout à fait pareil. Je pense avoir été invité aujourd'hui pour présenter des expériences de cinéma, pour fêter les 20 ans du pôle, peut-être des expériences qui perdurent,
qui font leurs preuves, qui amènent sur des chemins de traverse, faire des pas de côté dans des pratiques artistiques, dévier un petit peu des formes convenues et peut-être tendre des ponts avec le cinéma plastique, expérimental. Voilà. Et questionner. Il y avait 2 questions ce matin, c'était à quoi sert l'éducation artistique et comment est-ce qu'on la met, finalement, comment est-ce qu'on la met en œuvre dans nos ateliers. Et je pense que je suis aussi pour ça, pour témoigner de cette mise en œuvre. Au fond, nous ne sommes pas dans une société du symbole, nous sommes dans une société du signe qui a pour projet de téléguider des citoyens vers des consommations qui sont transformées leur pouvoir d'achat, justement, qui sont pris par leur pulsionalité désirante pour devenir en fait des consommateurs. Donc ça, c'est la société. On ne peut pas leur en vouloir. C'est la société que nous avons construite. Hein. En revanche, elle est pour moi essentielle quand on parle d'art et de culture. Est-ce que nous sommes dans un champ symbolique qui se partage ou est-ce que nous sommes un champ obscène du pouvoir, imposé d'une image? Le pouvoir se nourrit du visible et de l'image par les industries auxquelles nous contribuons. Pour rebondir rapidement sur ce que vient de dire Robin et que je partage totalement, il me semble qu'une des caractéristiques, les caractéristiques de ce qu'il appelle les industries de programme, il reprend un terme là de notre collègue commun Bernard Stiegler, avec qui nous avons travaillé l'un et l'autre, c'est d'être des industries fondées sur 2 principes, l'individualisation, qui n'est pas l'individuation, l'individualisation, et le pulsionnel. L'individualisation, c'est le fait de s'adresser à nous sous l'angle individuel sans appeler en nous le partage possible avec les autres, et le pulsionnel, c'est-à-dire l'abolition du désir. Hein, parce que la pulsion, ça n'est pas le désir. Hein, pulsion, réalisation, retour à l'électroencéphalogramme plat. Hein, le désir, au contraire, c'est ce qui reste désir. Hein, René Char, la poésie, c'est l'amour réalisé du désir demeuré désir. Le vrai désir, c'est celui qui ne s'éteint pas avec sa réalisation. Quand je désire apprendre, si j'apprends, eh bien, quand j'ai appris, je désire encore plus apprendre. Encore plus apprendre. Le désir de l'être aimé ne s'éteint pas avec la satisfaction de la pulsion sexuelle. Le désir pactise avec le temps, le désir pactise avec l'attente, et le désir aime d'ailleurs le temps et l'attente. La pulsion n'aime ni le temps ni l'attente, la pulsion c'est l'immédiateté. C'est le tout de suite, c'est la satisfaction qui me permet de revenir à l'électroencéphalogramme plat. Alors je crois que oui, ces industries de programme, dès lors qu'elles sont fondées sur l'individualisation stricte et sur le pulsionnel, sur la pulsion, sont des industries qui déchirent le lien social d'une part et qui rendent difficile l'accès au symbolique, à la réflexivité, à la pensée, et même on pourrait aller au-delà, aux modèles théoriques qui permettent de comprendre le monde. Bon, en gros, c'est un atelier donc, où en fait les élèves avaient chacun une table, où ils étaient à plusieurs et fabriquaient ensemble un monde parfait. Et ce monde parfait, c'était une petite maquette, quoi. Donc ils devaient faire tout ce qui pour eux était idéal dans ce petit monde. Donc ça, à partir de là, moi je trouve ça déjà hyper intéressant parce que c'était aussi pour eux l'idée de penser quelque part de façon assez rez-de-chaussée ce que peut être un travail politique, en fait, tout simplement avec des réflexions assez concrètes. Ça tourne. Action. Bonjour. Bonjour. Comment vous vous appelez, monsieur? Louis. Quel âge avez-vous? 15 ans. Qui vous a forcé à faire ce stage ou est-ce que vous y êtes allé de vous-même? Je suis allée de mon plein gré. Ma mère a vu l'annonce sur Facebook. Et voilà. Pourquoi t'es venu faire ce stage sur quand le cinéma et l'eau? Quand on était petit avec mon cousin, on s'amusait à faire, on va dire, des films. Et à chaque fois, du coup, on rigolait bien et tout. Et du coup, j'ai voulu découvrir comment on faisait des vrais films. Moi, je travaille autour du documentaire, puisque je viens de cette pratique-là. Et donc, moi, ce qui m'intéresse dans ce travail-là, avec les participants des ateliers, c'est de faire cette expérience-là du réel, déjà, donc dans cette confrontation, en fait, avec le réel, et donc comment on le représente. Et donc, voilà, de comment on crée un point de vue, on fabrique des images ensemble, et donc voilà, comment
à partir de l'expérience donc de l'atelier, donc de la pratique du cinéma, et ben comment voilà, ça permet de donner aussi à la fois accès à une pratique artistique, mais aussi à des clés de compréhension sur les images qui nous entourent au quotidien. J'attends ton décès, personne nous effraie, parle dans le fessier. Waouh, ça avec le costume. Du bled, frère. Machallah, les pratiquants. Tu vas aller comme ça? Non, mais frère, tiens, ils vont monter. Ah, ils vont voir vos têtes, cache, ils vont vous pointer. Je m'appelle Romuald Rodriguez Andrade, je suis auteur-réalisateur et je suis ici pour venir présenter mon film. En fait, j'ai été invité pour présenter mon film Trace ta route, qui est un court-métrage d'une vingtaine de minutes qui a été tourné à Vitrolles, donc dans notre région. Et également parce que j'ai eu une expérience dans la transmission et je suis très intéressé en fait par toutes les questions autour de la pédagogie, de la transmission, autour d'ateliers, que ce soit dans les pratiques artistiques en général et plus particulièrement autour du cinéma. Je suis invité à intervenir justement sur à la fois l'expérience d'atelier et surtout comment d'atelier d'initiation avec des jeunes, on peut aller parfois jusqu'à développer des projets plus professionnels. Et là, on va notamment parler de l'expérience autour du court-métrage Trace ta route, où justement le réalisateur c'est Romuald Rodriguez Andrade, donc un ancien salarié de l'association. À l'âge de 16 ans, j'ai participé à des ateliers avec une structure qui s'appelle Vatos Locos Vidéo, des ateliers autour de la création collective en fait, autour de films collectifs. On écrivait le scénario, puis on réalisait, et en fait piqué un petit peu par les ateliers, ce qui se déroulait et la création. J'ai engagé voilà, des ateliers de plus en plus, moi à y participer, puis ensuite à devenir salarié de la structure et j'ai développé des projets de cinéma et j'ai été accompagné donc, pour le court-métrage que je présente par une structure qui s'appelle Warshat Aflam, qui menait des ateliers d'écriture et j'ai rencontré mon producteur dans le cadre de ces ateliers-là. Donc c'est vraiment un parcours de l'atelier jusqu'à la production professionnelle, comment voilà, j'ai pu faire moi la passerelle entre ces ateliers dès l'adolescence et aujourd'hui bon, je suis plus trop adolescent, mais voilà, comment j'ai travaillé pour arriver à réaliser ce premier court-métrage et peut-être d'autres par la suite.